Bonjour, vous écoutez le podcast Regard Queer, le podcast créé par 8 étudiantes et étudiants de l'Université de Tours et le festival de cinéma LGBT Désir. Durant 4 semaines, notre équipe est partie à la rencontre de personnalités du monde des médias, mais pas n'importe quelle personnalité, celles qui s'intéressent et travaillent à comprendre et faire comprendre la cause LGBT, celles qui mettent en lumière l'imbrication intersectionnelle des sujets. Bonne écoute. Salut, moi c'est Méline et je suis étudiante en 2e année de psychologie. Et moi c'est Lucas, en 3e année de biologie, et tous les deux on va vous présenter l'échange qu'on a pu avoir avec Pierre Andréotti et Adam Love, respectivement photographes et designers de la revue queer, artistique et borderline, Terrain Vague. Terrain Vague, c'est une revue artistique mais pas que. Créée après les événements de la loi Mariage pour tous en 2015, ce médium d'expression queer multiforme regroupe des dizaines de collaboratrices ou pousses, comme Pierre et Adam aiment le préciser, les herbes folles, les fleurs sauvages et les essences rares. À l'heure actuelle, 5 revues ont déjà été publiées. Poétique, plastique, théâtrale, ce grand journal intime se réapproprie divers sujets sociaux, sexuels et politiques que nous aborderons pendant ce bel entretien. Bonne écoute. Comment est né Terrain Vague ? Qui a eu l'idée ? Est-ce que tu veux que je réponde ? Vas-y. Alors nous, on est nés en 2015. C'est tous les deux qui avons été les instigateurs du projet, donc Adam et moi. Et ensuite, on s'est rapprochés de notre entourage, de nos amis. Donc Anne Poli, qui est journaliste, écrivain et secrétaire de rédaction aussi, ce qui est fort utile pour un projet de revue. Et Antoine Pietrobelli, qui est universitaire, spécialiste de grec ancien, l'histoire de la médecine et de Galien. Voilà, donc on se connaît de soirées, de boîtes, de fêtes. On est dans des milieux militants par la force des choses, vu compte tenu de nos choix intimes, on va dire. Et cette revue, elle est née, oui, après les manifestations contre le mariage pour tous, qui, chacun à notre manière, nous a assez choqués, nous a interrogés, nous a questionnés. On avait envie de créer ce projet, un projet éditorial d'ouverture qui parle un peu de nous, voilà. Donc moi j'étais à cette époque-là dans le collectif Oui, donc qui luttait beaucoup à le moment de le mariage pour tous. Je faisais toute la partie graphique et j'étais avec Anne Poli entre autres dans cette collectif. Et donc à partir de ce moment-là, on a commencé à réfléchir vraiment à faire quelque chose de très inclusif, de lier les PD, les green et les trans pour une fois, parce que souvent ils sont assez séparés. Ici en France, je trouve, personnellement. C'est comme ça qu'on a décidé de lancer ce projet d'édition. Et puis on voulait un projet ouvert. Bon, on avait envie voilà, un projet ouvert. Alors on partait de zéro, oui, d'une certaine manière. Nous, on a participé à divers projets d'édition dans des milieux alternatifs, donc on a un peu une habitude de ces milieux-là, des salons, des artistes qui évoluent là-dedans, donc c'était pas totalement étranger, mais on est parti un peu de rien, effectivement, avec l'idée simplement de créer un objet éditorial. Moi, j'étais beaucoup dans la nuit queer avec le Pulp à l'époque, avec les soirées de DJ, donc j'étais directeur artistique. Donc dans ce milieu-là, je connaissais quand même pas mal de monde, des activistes à cette époque-là, donc ça fait 10 ans maintenant à peu près. Et du coup, avec ce milieu-là, avec des amis, on a fait une petite gang ensemble pour monter ce projet. Alors après, nous, on est les co-directeurs artistiques. Moi, je suis photographe, vidéaste aussi. On est les co-directeurs artistiques du projet. Moi, j'ai fait toute la maquette, le graphisme, la mise en page, etc., la communication. Voilà. Et moi, je réalise toutes les photos de couverture. Et on choisit ensemble avec Anne et Antoine, et maintenant on est rejoint par Elodie Petit et Clément Galliano, qui avait la revue Féroce avant, et Elodie Petit, qui est poète, qui faisait partie de les éditions Douteuses, donc peut-être vous le connaissez, qui fait des fanzines assez dingues. Et donc, on produit le contenu, on n'a pas vraiment un comité de rédaction classique comme ça. Tout le monde
vient avec des idées, avec des rencontres, avec tiens, j'ai rencontré un tel dans une galerie, tiens, j'ai rencontré un tel dans une soirée. Ou tiens, j'ai envie de parler de ça. Voilà, et petit, on se met ensemble et en fait, le contenu, et c'est assez organique en fait, la façon qu'on construit le contenu de chaque numéro. Parce qu'on n'a pas de thématique à chaque fois, mais ce qui est assez drôle et étonnant, c'est que je crois qu'au final, quand tout est terminé, quand on a rassemblé tous les papiers, qu'on a atteint le nombre de pages, qu'on estime qu'on a un contenu équilibré, en fait, il y a toujours quelque part une thématique qui se dégage malgré nous. Donc c'est marrant. Alors je ne sais pas si c'est inconscient, si c'est selon nos rencontres qu'on fait à ce moment-là. Parce qu'on est formidable. Hein. Parce qu'on est... Et après, c'est selon nos rencontres. En fait, c'est beaucoup dans les relations qu'on établit avec les gens avec qui on va collaborer. Et ça peut être sur des salons, justement, dans des soirées, en boîte, ou les gens qui nous font des propositions. On est super ouverts. On ne va pas demander qui tu connais, par qui tu viens. Si le projet est intéressant, on a envie de le faire. Et après, on met toute notre énergie à créer un confort de travail, à donner du temps, à faire en sorte que les gens fassent vraiment ce qu'ils ont envie de faire, puisqu'on a un espace de liberté. Donc, voilà. Est-ce que ça répond à la réponse? C'est long, mais est-ce que ça répond à la question? Et maintenant, c'est fini. Merci, au revoir. Pourquoi avoir lancé ce média? Je peux répondre, je peux commencer à répondre, je peux continuer. Je pense qu'on a chacun notre idée là-dessus. Donc moi, je vais donner mon point de vue à moi. Moi, quand c'est les manifestations contre le mariage, moi, je me suis pas dit, mon Dieu, c'est affreux, les gens sont stupides. Je me suis dit, mon Dieu, il y a beaucoup de gens qui sont ignorants, en fait, qui connaissent pas grand-chose. Et sur une partie, bon, il y a des gens qui sont ce qu'ils sont, qui changeront pas, mais il y en a d'autres, je pense, qui sont pris dans un mouvement. Et il y avait une image qui m'avait particulièrement marqué, c'était 3 jeunes filles dans les manifs contre, qui étaient en jean et en t-shirt, et je m'étais dit, bon, bah, là, il y a un problème, je veux dire, on ne peut pas d'un coup comme ça, je ne sais pas comment expliquer ça, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Profite d'une libération et empêche les autres d'avoir le même. Voilà, il y a un truc qui n'est pas logique, et je ne pense pas que ce soit de la bêtise ou conscient, et je trouvais ça intéressant, moi en tout cas, de faire un projet qui propose des idées, qui permettent de mieux comprendre, en fait, de nous comprendre. Et puis c'est pas monolithique, donc c'est pour ça que c'est des collaborations différentes, c'est pas toujours les mêmes sujets. Donc voilà, en tout cas pour moi c'était ça. L'idée c'était pas uniquement de s'adresser à nos pairs entre guillemets, mais de s'adresser à qui ça peut intéresser et qui n'est pas forcément dans ces milieux-là, qui n'a pas forcément le vocabulaire. Alors c'est pour ça qu'on travaille beaucoup. Après je vais te laisser la parole sur les écrits pour que ce soit très accessible. C'est-à-dire même quand on a des textes théoriques ou universitaires, on fait beaucoup d'appels de notes. Même si par exemple il y a écrit Judith Butler et on ne va pas se dire tout le monde la connaît, on va mettre un appel de notes qui va dire qui c'est, ce qu'elle a écrit, en partant du principe que tout le monde ne la connaît pas forcément, mais ça ne veut pas dire que le sujet ne l'intéressera pas. Donc voilà, donc moi c'est ma vision et c'est dans ce sens-là que le projet m'intéresse. Oui, sur l'ouverture pour rendre les choses le plus transparentes possible, qu'en fait vous n'avez pas besoin d'être spécialiste déjà dans le sujet queer pour pouvoir lire le journal. Et l'autre chose aussi, c'était un peu ce que je disais tout à l'heure, qu'en fait, avant, il y avait une revue PD, une revue lesbienne et peut-être une revue trans, mais il n'avait pas de médias qui mélangeaient les trois. Et comme nous, notre groupe d'amis, il est très, très mélangé, en fait, on vous a reflété ça plus dans cette dynamique-là que des luttes communs, même si, tu vois... dans le milieu PD, il y a beaucoup de misogynie, beaucoup de lesbophobie, tu vois. C'était moyen aussi de se battre contre ça aussi. Hein. Donc la réponse c'est à tout le monde s'ils sont cool, quoi. C'est pas mal, non? Merci, c'était super bien. Parce que sinon on va continuer. Pourquoi terrain vague? En fait, je faisais des jeux de mots avec Vogue, terrain Vogue. En fait, j'ai dit non, en fait, terrain vague, c'est très, très bien. Et de là, en fait, on a dit oui, c'est très bien. C'est un peu la marge entre là où il y a, soi-disant, il n'y a rien qui existe, un lieu un peu... en friche. Oui, en friche. Et du coup, après, on a quand même écrit un texte donc, qui explique un peu mieux, avec des mots d'Anne Poli qui sont peut-être plus pertinents que le mien. Oh, c'était Anne Poli, Antoine. Hein, oui. Donc je peux vous le lire parce que peut-être ce serait plus... Mais vous l'avez vu, ce texte, puisqu'il y a le terme de lisière dedans. Oui, vous l'avez vu.
Ouais. Avant, Terrain Vague est une revue borderline qui investit les interstices et explore les lisières du genre, des féministes, de l'art contemporain, de la culture pop. Il y a là un terreau commun où poussent entre deux carcasses de voitures les herbes folles, les fleurs sauvages et les essences rares. Voilà, donc c'était un peu cette idée-là de prendre un espace abandonné, un peu en marge, faut pas dire en marche, c'est complètement à l'opposé de nos croyances. Ouais. Donc, en marge un peu de la société et fait un endroit riche ou ouvert où on peut inviter les gens et construire des choses. Hein. Et Un moi, terrain de jeu, d'expérimentation. voilà, c'est le terme terrain qui était bien aussi, terrain de jeu, terrain d'alimentation, terrain de recherche. Voilà, il y rajoutait le vague qui renvoie à cette idée de lisière, justement, de zone. Le lisière aussi, mais l'idée de genre, qui peut être assez vague aussi selon les définitions. On n'est pas dans les choses binaires. Donc, l'idée de vague aussi, elle est intéressante. La revue est sous la forme d'un tabloïd. Est-ce que ça a toujours été le cas? Pourquoi ces choix de mise en page? Non, ça, c'est dès le départ, ça, c'est. Moi, je travaille comme graphiste. Hein, je suis dans les cours en graphisme. Donc, la création de cette format tabloïd, c'était vraiment plusieurs idées, en fait. L'idée, c'était cette idée d'avoir quelque chose de non broché où, en fait, que chaque page peut devenir affiche. En fait, tu vois que, en fait, OK, vous avez dépensé 14 € sur cette revue, mais en fait, dedans, vous avez, c'est pour ça que toutes les œuvres sont plus ou moins toujours en pleine page. Ça fait aussi le fait que vous pouvez enlever des pages, mettre toutes les pages sur le mur. C'était ça la première idée. Et après, l'aspect de la revue en étant un journal, et plus particulièrement un tabloïd, donc il s'agit de mettre en tension une certaine pauvreté d'un objet, un objet de tous les jours, avec un contenu inédit et précieux. Donc, cette idée de jeu entre quelque chose qu'on trouve partout, qui est un aspect un peu pauvre, mais ça va avec l'idée de terrain vague aussi, hein, je veux dire, c'est tout un concept. Avec des... Oui, rien. Ah, pardon. Avec le contenu assez riche, divers, et vraiment pas ce qu'on trouve dans les journaux, dans les tabloïds, qui sortent tout en Angleterre. Le tabloïd, c'est un format vraiment de la Sun, que c'est des journaux de merde, quoi, des journaux de droite. Donc, c'est ça l'idée aussi. Et moi, ce que je trouve intéressant aussi dans le fait du papier journal, c'est qu'après, celui qui prend la revue, il en fait ce qu'il en veut, il la conserve comme il veut. C'est-à-dire que s'il la pose comme ça, elle va forcément s'abîmer, s'user. Ça peut être un objet assez éphémère, mais pourquoi pas? Ou alors il faut la protéger, tu peux la lire dans le métro, la reposer à une table, parce que c'est un objet plutôt fragile. Donc c'était bien de faire en sorte que l'objet ressemble aussi à la personne qui va le prendre, qui va se l'approprier. Donc c'était intéressant après aussi d'utiliser ce type de papier. Oui, après tu vas chez des gens qui l'ont acheté et en fait, chez un, c'est bien rangé dans une pochette, tu vois, très joliment, et l'autre, il est complètement en lambeaux, tu vois, trop lu, complètement déchiqueté de partout, donc c'est super. Mais c'est bien, parce que c'est à toi, tu en fais ce que tu en veux, tu lis, tu retiens le texte, et peut-être que tu as envie de reviser dessus, et que tu en regarderas juste une essence, justement, donc c'est bien dans ce sens-là, c'était bien d'avoir cette matière-là. Terrain Vague veut-il viser un public en particulier? Je pense parce qu'en fait, au début, on était plutôt dans les librairies spécialisées, le mot à la bouche, les choses plutôt féministes ou queer, et on est maintenant dans d'autres qui sont toutes lues à Paris, que c'est juste une librairie spécialiste. On fait beaucoup de salons aussi, mais ça, c'est plutôt soit les salons queer, soit les salons de revues indépendantes, donc ça reste quand même, c'est pas non plus tout le monde hein, encore, hein, je veux dire, mais je ne suis pas sûr qu'on a très envie de tout le monde non plus. Tout le monde, on n'a pas le temps, tu vois, on n'a pas l'argent pour publier, pour imprimer tellement pour tout le monde. Hein, donc, oui, parce que ça reste quand même assez petit. C'est intéressant ça là, parce qu'en fait, on peut parler du modèle économique. En fait, on tire à 300 exemplaires et c'est la vente des exemplaires qui finance celui d'après et ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose qui se renouvelle. Voilà. Oui, pour le moment, avec 300 exemplaires, on ne va pas toucher la planète entière. Hein. Sauf qu'ils partagent entre eux, mais bon, ça un peu loin de ça. Comment parvenez-vous à vous faire connaître?
Alors, si je peux répondre, moi, je suis un peu, on a fait ça, comment dire, avec tout notre cœur. Et du coup, on est presque un peu, enfin moi, un peu dépassé par la notoriété du truc. Ce qui est très bien, hein, on est absolument ravis. Mais c'est vrai qu'on est assez surpris de voir qu'on est connu. Parce que l'idée, c'est qu'on a créé ça, on l'a lancé, avec de la meilleure volonté du monde et l'envie de faire un bel objet, sans avoir d'idée véritable sur le public. Il fallait faire quelque chose à ce moment-là. Et du coup, c'est vrai que, enfin, moi, personnellement, en tout cas, je suis assez dépassé par le truc, tant mieux. Mais par la notoriété, le fait qu'on puisse arriver, par exemple, aujourd'hui, à répondre à vos questions dans le cadre d'un festival à Tours, Désir. Donc, nous, on fait des salons, beaucoup, ce qu'on disait tout à l'heure, donc c'est là où on fait des rencontres. On fait des super soirées de lancement aussi, donc ils commencent vraiment sérieusement au début de soirée avec des conférences, avec des interventions d'artistes, de philosophes, et qui finit à la fin en gros stuff. Hein. Donc c'est ça aussi qui aide aussi d'être connu. Mais on se déplace beaucoup dans les salons, présenter les revues dans les écoles, dans les perfs aussi d'autres artistes. Donc, dans les festivals, les choses comme ça, donc on se déplace pas mal quand même. Hein, là où on nous appelle, dans les bars, si vous voulez. Et puis en plus, c'est bien de faire ça, enfin, on insiste beaucoup sur les salons, parce que c'est là où on rencontre nos collaborateurs aussi. C'est-à-dire que les gens viennent nous parler, il y a des discussions, des gens qui font des propositions. Et donc, c'est toujours hyper intéressant de rencontrer les gens en vrai, de voir ce qu'ils pensent et de discuter avec eux. Et on organisait aussi nous-mêmes un salon de revue indépendante queer qui s'appelle Volume. Donc, on a fait 3. Donc, on avait la chance de faire le premier au Laudenbrau de la Gaieté Lyrique. Donc, c'est un festival queer de musique queer qui a eu déjà 2 éditions. Bon, depuis la Covid, il n'y en a pas, mais normalement, ça va revenir l'année prochaine. Donc, on a organisé, d'où là, on a aussi rencontré beaucoup de gens qui font aussi, parce que nous, on a la chance d'avoir ces relations-là par notre passé dans la nuit, dans l'organisation, dans les labels, d'avoir cette relation-là, d'avoir une facilité d'approche avec ce genre d'organisation que pour la plupart des revues, ils n'ont pas ça. Donc, notre idée, c'est, ouais, OK, nous, on a ça, mais on peut aussi le partager. On a pu voir que vos revues paraissaient environ tous les ans. Est-ce un choix de votre part? Cela a-t-il un lien avec le nombre de collaborateurs? Au début, c'était tous les ans. Non, en fait, les 4 premiers numéros, c'était tous les ans. On s'était dit on fera tous les 6 mois. Finalement, on a fait tous les ans. Ça, tous les 6 mois, jamais de la vie. Tous les ans, on a tenu tous les ans. Et puis jusqu'effectivement au confinement. C'est-à-dire, on a sorti un numéro en juillet 2019. Ça, c'est le dernier, le 5e. Et après, confinement en mars, donc pas de salon, pas de diffusion, pas de. Alors, c'est pas un souci, hein, ça va. Mais du coup, ça a pris du temps. Là, on travaille sur le prochain numéro et qu'on devrait sortir début 2023. Février, mais ça fait 8 mois qu'on est aux artistes. Oui, on sort le mois prochain, mais tout dépend, il faut trouver l'occasion. Voilà, donc il est en train de se construire, il est en train de se finaliser. Et puis après, on reprendra, je pense, un rythme normal. Oui, tout à fait. C'était vrai, ça c'est vraiment. Aussi, on avait des choses assez tous les deux aussi. En sortant de Covid, on avait des gros projets tous les deux, donc on n'avait pas tellement de temps. En plus de le 6e numéro qui va sortir en février, un saut en hors-série avec. On peut en parler? Oui, on peut en parler. Oui, on peut en parler. Vous avez l'exclusivité, le scoop de l'année en série sur une performance de Mon Odeur. Ton odeur, pardon. Oui, Ton Odeur, pardon. C'est Elodie Petit et Milan dans ces 2 performeurs. Elodie Petit qui ont travaillé, qui était dans les éditions douteuses, et Milan qui est performeur. Antidemos, qui s'appelle aussi Antidemos. Et en fait, ils ont fait une performance au festival Comme nous brûlons, c'est à Paris il y a 2-3 ans, qui s'appelle Rosaire ici. Et en fait, Pierre a fait une espèce de. Explique pas. J'ai fait une animation en collaboration avec les 2 artistes, une suite de des animations qui illustrent le texte, qui est divisé en 3 parties et qui parle des amants lesbiens, des rapports à la société, à la précarité, à la sexualité. Et du coup, on va faire une espèce d'édition avec des liens vers ces images-là. Donc, il y aura du texte, de l'image, des entretiens certainement au début. On est en train de construire l'idée, c'est que ce temps de Covid, il a des mauvais côtés, il en a des bons aussi. C'est un temps de réflexion.
Et on s'est dit que c'était bien de diversifier un peu nos projets, que la revue c'est important, c'est un gros morceau, mais que c'est pas mal aussi de créer d'autres événements ponctuellement dans l'année qui s'écoule entre les deux, qui puissent aussi nous permettre de créer des événements plus artistiques, c'est-à-dire pas uniquement un lancement avec une fête. Bon, il y aura toujours la fête, hein, mais des performances, des lectures. Il n'y a pas d'article, c'est vraiment une série d'images, de textes avec un format plus petit. Et donc, vous êtes le premier avec qui on parle. Et un prix plus abordable. Oui, ça va être plus petit, imprimant plus petit, donc moins cher aussi, pour avoir aussi quelque chose moins onéreux financièrement. Voilà, mais on a plein d'idées pour la suite. Donc, Vous vous présentez comme une revue borderline. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Le borderline, c'est vraiment cette histoire, comme j'ai dit un petit peu avant, cette idée d'être en marge, d'être pas au centre de la société, pas au centre d'une culture, d'être vraiment sur les côtés, sur les lisières. Et en fait, cette idée de borderline, c'est plutôt cette idée-là. Hein. moi, par exemple, pour moi, la définition du queer, c'est dénoncer les assignations sociales liées aux genres et dénoncer le patriarcat. Donc ça peut introduire des hétéros aussi, c'est pas uniquement des gays, des lesbiennes, des trans. Donc c'est ça, cette idée de marge aussi, parce qu'il y en a. Moi personnellement, j'aimerais plus creuser là-dessus sur les suivants, parce qu'il y a des choses intéressantes à dire là-dessus. Il y a des pratiques, des comportements qui sont super tabous et qui seraient intéressants de connaître. Voilà. Donc en fait, c'est un borderline de tout. Hein. Chez les BD, on est borderline, chez les lesbiennes, on est borderline, chez tout le monde, on est borderline. Voilà, c'est tout ce que donc tant qu'à l'assumer. Et puis c'était marrant, c'était une petite référence pop à Madonna. Comment créez-vous l'esprit borderline avec tous vos collaborateurs? C'est comme on dit, c'est un peu au hasard des rencontres, donc on voit bien que les sujets, je sais pas quel exemple on pourrait donner. Je vais parler par exemple, ce sera plus parlant parce que j'aurais du mal à le définir. Chloé Maillet par exemple, on avait fait un salon. Ça c'est génial comme histoire. histoire. Un jeu Casma et elle était là. Bon bref, on avait ce stand et elle vient nous voir. Elle dit, voilà, non, c'est pas elle, c'est sa mère. C'est sa mère qui nous dit voilà, ma fille là, elle est comme à vous parler, elle a une idée d'article qui serait peut-être pas mal. Et en fait, elle nous dit voilà, moi je travaille en fait sur la notion de genre au Moyen-Âge, le fait qu'il y ait des femmes qui aient vécu les vies d'hommes en fait, jusqu'à leur mort. Et en fait, c'est à leur mort qu'on découvre que c'était des femmes. On le découvre par la poitrine d'ailleurs dans les textes, et pas par les parties génitales, forcément. Donc on s'est dit putain, mais c'est hyper intéressant. Donc voilà, donc on ne sait pas. J'ai oublié la question d'un coup. On ne s'est pas posé la question borderline. Comment travailler le terme borderline avec le collaborateur? Là, ça colle carrément. Je veux dire, remonter au Moyen-Âge pour parler de ça, c'est dire, c'est intéressant ce qui se passait à ce moment-là. La définition de borderline est tellement large que je pense que c'est pas si difficile aussi de faire rentrer les gens dedans. Et quand on a travaillé avec Christine, le drag queen poubelle, dans le deuxième numéro, je crois comme ça, c'est quand même la personne la plus trash en concert que j'ai jamais vu. Et c'est pour dire, parce que j'en ai quand même vu pas mal. Et je veux dire, donc, même dans les différents termes, dans les différents médias, dans les différents champs, il y a toujours moyen, je pense, que les gens entrent dans ce concept. Si c'est un concept. Alors, c'est marrant, Lucas, par rapport à ton truc sur le script, c'est rigolo parce que ça va, je vais rebondir, je sais pas si ça a sa place là, c'est que moi j'aimerais par exemple pour la suite, on en a parlé, qu'on soit beaucoup plus dans des entretiens en fait, dans Terrain Vague, et moi je trouve ça hyper intéressant parce que j'aime bien écouter les gens discuter, et je trouve que la conversation c'est toujours accessible, les gens parlent avec leurs mots, voilà. Mais en fait, c'est pas si simple que ça. Et effectivement, on en a fait sur le 5e numéro, il y a le gros morceau sur la Lala où ça s'est très bien passé, on a eu beaucoup de chance parce que bon, là, elle est journaliste à la base, donc je pense qu'elle avait un peu son idée. Mais c'est vrai que de toute façon, il faut toujours un peu préparer ces entretiens pour que ça glisse, en fait. Et l'air de rien, il y a toujours on parle toujours de soi, on a toujours ses propres mots, donc voilà. Pourquoi avez-vous pris le parti de mettre en lumière le travail d'artistes queer? Déjà, c'est les gens qui sont autour de nous, ça a commencé comme ça, et puis après, c'est notre ligne, on va dire, le fait qu'on soit sur des sujets liés au genre, à la sexualité, à l'identité, qui fait qu'on se retrouve... mais il n'y a pas que des artistes queer à chaque fois. Alors c'est marrant parce que quand on parlait de ça avant, il y avait c'était Augustus, le texte d'Antoine sur le philosophe d'Arles. Oui. Là l'histoire, moi je vais encore parler par exemple parce que c'est ce qui explique le mieux. En fait, on a rencontré dans une fête un été un peintre, un artiste
qui vit à Londres, français mais qui vit à Londres, hétéro. Comme moi, je connaissais avant bien, mais Pierre ne le connaissait pas. Donc, c'est assez drôle. On a bien rigolé, on a bien aimé ce qu'il était. Et Antoine nous propose un texte, puisque c'est son projet aussi, sur un philosophe, Arles, qui est dans le dernier numéro d'ailleurs, justement. Et on s'est dit, qui on pourrait, parce qu'on aime bien que les gens se rencontrent. Donc, à chaque fois, on essaie de se dire, qu'est-ce qui pourrait marcher avec ce texte-là, qui ça pourrait intéresser, en quoi ça collerait, en quoi ça serait intéressant. Et du coup, paf, on s'est dit, tiens, bien Charles, pourquoi pas. Et donc, on lui a proposé. Il se trouve qu'Antoine, elle est à Londres à ce moment-là. Donc, en fait, on dit, Antoine, si tu vas à Londres, rencontre-le. Donc, ils sont allés. Non, ils se sont rencontrés par hasard. Ils se sont rencontrés par hasard et ils ont fait la fête ensemble toute la nuit. Moi, je trouve ça génial. Et après, il m'a dit, mais en fait, Charles, je l'ai rencontré dans une fête avant de l'appeler pour dire, tiens, je suis à Londres. Parce qu'il était à peu près dans les mêmes quartiers. Donc, en fait, ils se sont rencontrés pour ça et ils ont surtout fait la fête. Donc, ça, c'est super. Et après, ils se sont plus vus. Donc, Charles, il a fait son illustration qui est géniale. Et puis, Antoine, il était ravi. Donc, nous, on est super contents que ça se passe comme ça. Donc, en fait, au début, c'était plutôt féministe et queer. Et après, par la suite, on travaille aussi avec Claude Emmanuel Gajoun-Moll, qui est une femme transactiviste qui est artiste aussi, qui nous rejoint aussi sur la revue. Et après, l'identité devient de plus en plus complexe dans la revue. Donc, finalement, dans l'équipe. Donc, il faut que ça se reflète aussi dans le contenu aussi. Mais il y a même des hétéros, hein, il faut les pauvres. Hein, faut pas, on est sympa, hein, on est un ou deux hein, quand même. Après, il y a des récurrents. Il y a Lala, par exemple, qui a une grosse place dans le dernier, mais qui est pratiquement présente un peu sur tous les numéros, qui est une femme trans, qui est de notre génération, hein, la cinquantaine. Donc voilà, qui est depuis le début du projet. Donc c'est intéressant aussi d'avoir des liens comme ça, de continuer à tenir d'un numéro. Oui, il y a des gens récurrents aussi avec qui on aime bien travailler et qui sont, pas dans tous les numéros, mais souvent dans un article là, une photo là, un entretien là. Ou qui propose une idée, tiens, moi j'ai pensé à ça, voilà. Quelle image voulez-vous donner de l'univers queer à vos lecteurs ? En fait, ce qu'on disait tout à l'heure, on n'essaie pas d'avoir une ligne trop directe, éditoriale, mais en fait, finalement, à la fin, chaque numéro, il y a des choses, il y a des liens qui se font malgré nous, je dirais. Et finalement, ça fait une image malgré nous. Oui, c'est ça. Ouais. Mais on ne dit pas, OK, pour ce numéro, on veut de la collage, on veut de ci, on veut de ça. Non, c'est complètement instinctif et assez organique. Et après, s'il y a des choses intéressantes qui se dessinent, ça, c'est bien. On sent quand le moment est équilibré, en fait, quand le numéro est équilibré, lorsque vraiment ça se tient, quoi. Enfin, je veux dire, mais effectivement, c'est organique et plutôt instinctif. On se dit, tiens, on a ça, ça se mélange bien, ça fonctionne bien, on rajoute un peu ça. Et quand tout ça est en place, on sent quand c'est le moment, quoi. Oui, mais avec toujours garder en tête qu'il y a une représentation plus de femmes et de femmes trans que des hommes. Ouais, on est plus, voilà. Bah, carrément. Clairement, beaucoup plus. Ça se fait, ils ont assez de magazines déjà, ils n'ont pas besoin de nous. Oui. Mais on ne les exclut pas totalement quand même. Comme je disais tout à l'heure, on est quand même un peu sympa des fois. On les met en 4e de couverture. Voilà, on met le 4e de couverture. Lors de la bimbo sur le bonnet de voiture, on met une œuvre d'un garçon. Voilà, c'est ça. Joli garçon. Pourquoi avoir choisi ces 1ère et 4e de couverture ? Comment les interprétez-vous ? Moi, l'idée, alors c'est moi qui fais les photos de couverture, c'était de créer une espèce d'index d'allégorie queer, donc très, très, très un peu nouveau, puisqu'à chaque fois, c'est une allégorie. Il y a un titre, il y a la vérité, il y a la République, il y a le cycle, etc., sur une esthétique très identifiable et qui puisse un peu tenir l'eau d'édito d'une certaine manière et annoncer ce que va être la revue. Après, ce qui est intéressant, c'est on parle avec qui on va travailler, parce que l'important, c'est de choisir des personnalités de milieux alternatifs qui, pour nous, véhiculent une idée, véhiculent une histoire, véhiculent un esprit et sont liés surtout à certains groupes. Ça donne une couleur d'une certaine manière. Là, par exemple, le prochain numéro, c'est Naël Daria, qui est une femme trans, comédienne. On trouve qu'elle est parfaite pour ça, parce qu'elle a organisé des soirées qui s'appellent Female Trouble. Elle a joué dans plusieurs films. Elle est hyper. Enfin voilà. On s'est dit, c'est elle qu'il nous faut. Donc à chaque fois, c'est quelle sera la personne qui peut incarner. Donc il y avait Axel Le Dauphin, qui est une lesbienne iconique des années 90. Voilà. Enfin, donc des fois, c'est des gens qu'on connaît déjà, de nos milieux à nous, ou c'est des gens qui disent, tiens, ça serait cool de travailler avec cette personne-là pour qu'elle représente.
qui finalement deviennent tous des amis. Hein. Oui, voilà, et après, moi, ce que j'utilise, c'est pas mal si tu veux faire des potes, fais une revue, hein, tu as plein d'amis après. Ce qui est intéressant, c'est d'utiliser les codes de l'art classique, s'appuyer sur l'histoire de la représentation, de ses outils, de ses accessoires, parce que c'est un peu ça dans chaque image, et effectivement, à chacun de se réapproprier l'image et son sens. Donc, voilà, parce que c'est entre un portrait et pas un portrait. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et le quatrième, ça, c'est vraiment un petit clin d'œil au magazine avant, sur le dernier quatrième de couverture, tu avais le jolie fille un peu dénudée sur une capote de voiture pour vendre, je sais pas quoi, des cigarettes le but prochain. Donc ça, on l'a fait, mais sauf qu'on l'a fait avec les garçons. C'est un peu un clin d'œil à ça. Et parce qu'au début, dans le premier numéro, c'était presque le seul espace qu'on filait aux artistes gays. Ouais. Parce que quand même, ils avaient quand même beaucoup de revues. Maintenant, il y en a moins, donc on les laisse venir aussi dans les pages intérieures aussi. Mais c'est un petit clin d'œil, c'est humoristique. Hein. Et après, l'idée des couvertures, c'est qu'il faut que ça crée un ensemble cohérent. Voilà, c'est ce qui fait le lien entre tous les numéros. Oui, c'est très reconnaissable, je veux dire, avec le fond de couleur, c'est bien. En lisant votre revue, on a remarqué que certaines thématiques étaient très intimes. Est-ce un choix de votre part ? Je crois, si je peux me permettre, moi je commence et puis tu peux continuer. Je pense que plus on est intime, plus on est général. Alors, je sais plus, il y a quelque chose comme ça, plus on parle de sa propre expérience et plus c'est universel d'une certaine manière. Donc c'est un peu sur cette idée-là. Et ça revient un peu sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire nous on aime bien les conversations, les gens qui se parlent et que les gens parlent de leur expérience et d'eux. Je pense que c'est la meilleure moyen de comprendre, de ramener ça. Parce qu'on est même dans une logique d'empathie, d'une certaine manière, donc il faut que ça attire ça aussi. Donc on est attaché à ça, au fait de laisser les gens parler, raconter leur histoire, parce que c'est le meilleur moyen de les comprendre, et c'est le meilleur moyen de comprendre certaines situations, ou certains sujets, ou certaines théories, tout simplement, lorsqu'on les ramène à soi. Je trouve que ça les rend beaucoup plus accessibles. Et ça, on l'a répété pendant tout le truc. Nous, ce qui nous importe, c'est d'être accessible, c'est-à-dire de pouvoir être lu par tout le monde et de se faire comprendre. Voilà. Oui, je pense aussi, il n'y a pas tellement de safe space, je ne sais pas comment on dit en français, safe space. Non, du safe space. Donc je l'ai dit aussi. Tellement de safe space comme ça, où les gens se sentent tellement en confiance qu'ils peuvent révéler l'intime comme ça. Je pense que les gens se sentent en confiance avec nous. On est dans l'espace aussi pour pouvoir le faire. Et je pense aussi, c'est quand même, malheureusement, c'est assez rare d'avoir ces espaces-là. La représentation queer, souvent en médias, c'est les gens qui expliquent qu'est-ce que c'est, ou qui défendent quelque chose, ou qui sont contre une attaque, quelque chose comme ça, qui sont toujours dans ces explications, dans ces dynamiques-là, mais sont vraiment dans cette dynamique de l'intime. Moi, il y a un de mes sujets préférés, c'était Say My Name, qui est dans le numéro 2, je crois. Et l'idée était simple, c'était d'interroger des femmes et des hommes trans. Ça, c'est une référence pas à Madonna, mais Beyoncé. Et la question, c'était comment tu as choisi ton prénom, parce que c'est super intéressant. Et en fait, ça raconte plein de choses sur une question toute simple, c'est-à-dire, voilà, moi... Pour les gens qui ont fait une transition. Moi, personne n'a la même explication. À chaque fois, c'est des parcours très individuels, mais qui sont en même temps assez similaires. Enfin, c'est hyper intéressant dans ce sens-là. Moi, j'aime bien quand ça prend cette forme-là. Enfin, nous, on aime bien quand ça prend cette forme-là. Et là, justement, c'est lié à l'intime, et ça fait comprendre beaucoup de choses, sans rentrer dans un texte hyper revendicatif. Terrain vague est-il thérapeutique ? Est-ce un moyen de se réapproprier son identité ? Je pense, oui, la visibilité, la transmission aussi, et le fait, les témoignages comme ça, que les gens peuvent s'identifier. Oui, j'imagine, ça fait du bien, hein, j'espère. Hein, Oui, parce que c'est... Oui. J'ai dire quelque chose, mais je pense que je l'ai déjà dit. C'est la représentation, je veux dire, c'est tout simplement, c'est de pouvoir voir, lire, écouter ces corps minoritaires qui ne sont pas ailleurs aussi. Puis se sortir d'un isolement aussi. Et qui sont très complexes aussi, donc ça aussi, d'avoir plein de formes différentes, plein d'approches différentes dans la même revue aussi, laisse parler peut-être plus de voix aussi. Et c'était que des articles, que du poésie. Il y aurait déjà quelque chose de plus contraignant en termes de les voix. Je pense que le fait qu'on laisse toutes ces choses entremêlées, ça donne encore plus de voix possibles.
De quelle manière l'art présent dans la revue permet-il de repenser les mécanismes sociaux? En fait, l'objectif, c'est de créer un lieu d'expression qui fédère des démarches artistiques identitaires. Je suis en train de lire quelque chose, c'est pas un catalyseur qui permettrait d'interroger ensemble les représentations et les relations de forces sexuelles et sociales. Donc, Terrain Vague se propose d'attirer d'autres corps minoritaires et de leur donner une visibilité, c'est ça dont on parlait tout à l'heure. Et ces échanges et confrontations naîtront des aspérités riches de sens et d'idées interfertilisées de tout beau pour y planter et y construire. Voilà. Pas moi qui l'écris, hein. C'est pas moi qui l'écris. Ça c'est Anne-Paulie et Antoine, donc il faut on les mettre un peu de citation autour de ça. Anne-Paulie, Antoine Petrovelli, voilà. C'est une question sociale et politique, mais je ne sais plus qui nous avait demandé est-ce que vous êtes une revue politique? On a dit par la force des choses, oui. Oui, forcément. C'est difficile de dire non, pas du tout. Oui, on pourrait faire des recettes. Voilà, ces moments-là, ça serait peut-être moins politique, mais c'est oui, carrément, c'est politique. Comment Terrain Vague repense le monde d'aujourd'hui? Et le monde de demain alors? Moi, je pense déjà que ces sujets-là, ils sont super intéressants, ils sont très actuels. Je pense que toutes les questions qui se posent aujourd'hui, un peu les nouveautés, sur les utopies, on va dire, c'est qui je suis, en quoi je suis soumis à des codes sociaux, culturels, en quoi je m'y conforme, en quoi je peux m'en dégager. J'ai déjà oublié la question parce que même la réponse semble compliquée. Je trouve que c'est en ce moment, je trouve que c'est un sujet qui est passionnant et qui se pose un peu partout. C'est-à-dire réaliser qu'on est tous soumis un peu conditionnés. Je pense aussi que ce qu'on essaie de faire avec Terrain Vague qui est peut-être un peu différent de d'autres, surtout à l'époque de Le mariage pour tous, que c'est d'être d'être positif, en fait, de pas dire, OK, on est des victimes, c'est malheureux et tout ça, mais toujours être aller en avant, d'être dans la positivité, dans la rencontre, dans l'organisation, dans la possibilité, plutôt dans la négativité. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on avance, quand peut-être on est un peu plus connu qu'un autre magazine et qu'on a aussi cette relation avec les artistes, avec les écrivains qui se développent parce qu'on est dans cette dynamique-là. Et je pense que c'est plus facile peut-être à ce moment où c'est quand même très compliqué pour tout le monde d'être dans un truc plus intimiste, introverti et peut-être là, on est dans une société négative. Donc ça prend du temps, ça prend de la force, ça prend de l'énergie d'être positif. Mais je pense que c'est ça qui fait peut-être la force de la magazine. Même les couvertures, je veux dire, avec ces gros flashs de couleurs comme ça, cette grande visibilité. Tu vois, c'est we're here, we're fabulous, get used to it. C'est pas nous qui avons inventé, hein, ça fait des années depuis 80 qu'on crie ça. Donc, mais je pense qu'il y a de ça aussi, et ça, c'est assez jouissif aussi. Et puis, c'est une période intéressante, parce que j'ai l'impression que c'est une période où on réinterroge la notion de vérité, justement. Qu'est-ce que la vérité? Où est-ce qu'elle se situe? Qu'est-ce que le doute? Enfin, même que ce soit sur des sujets politiques qui se passent dans le monde, c'est hyper actuel, en fait. C'est-à-dire, en fin de compte, qu'est-ce que c'est que la vérité et qui la détient? Enfin, voilà, quoi. C'est nous. Non, j'ai pas dit ça. Hein. Je tiens à préciser. Parce que je vis qui gonfle. Mais en tout cas, c'est intéressant, je trouve, en ce moment, toutes ces questions sur l'identité, dont se saisissent les jeunes générations, d'ailleurs. Donc, c'est intéressant aussi, ça, de dire ça. C'est que nous, on n'est pas des vieux, mais presque. Et que du coup, on voit les jeunes générations, on voit les différences, et c'est intéressant, et on veut partager ça. Moi, je suis prof en école d'art, donc moi, je vois tout à fait les différences avec mes étudiants de maintenant, de même il y a 5 ans, et surtout, disons, je ne le faisais pas, mais de mon époque, quand j'étais en école d'art, il y a quand même des choses positives, je veux dire. Les enjeux climatiques et de minorités racisées sont des questions essentielles aujourd'hui. Comment votre revue inclut-elle ces sujets? Est-ce qu'on a dû en parler? Si. Quel sujet nous reviendra en tête? Gourou, peut-être en premier numéro? Oui, en Gourou, en plusieurs avec, en Inde avec les Anglais, d'ailleurs, colonial en Inde. Dans le premier numéro, c'est un film qui s'appelle Gourou. Je ne sais pas si c'était évidemment colonialiste, mais bon. Si, entre autres, oui, bien sûr. Si, je veux dire, moi, je pense qu'on pouvait être plus écologique, ça c'est sûr et certain. C'est un truc sur lequel il faut que nous, on travaille un peu plus.
Après, nous, on trouvait que c'était pas mal déjà qu'on fait ça, ce qu'on fait, mais après, on a aussi des responsabilités. Hein, donc, peut-être il faudrait qu'on essaie de trouver aussi des moyens d'être plus écologiques. Je suis pas sûr du tout que la façon qu'on imprime, on imprime dans une usine, une usine d'impression de les vrais journaux en Écosse. Donc, on a quand même des frais d'envoi de l'Écosse à Paris, des choses comme ça. Donc, il y a des moyens, évidemment, que nous, on pourrait être plus écologique. Après, en termes de le taux d'ancrage, elle est assez faible. Hein, ça, je sais parce qu'en étant graphiste, je travaille sur l'éco-design. Le taux d'ancrage sur le papier journal est assez faible. Hein. Donc, ça, en termes de pollution, c'est pas trop mal. Mais c'est vrai que ces enjeux-là, on n'a pas tellement Non, mais ça va intégré pour le moment. Mais c'est fou parce que ça va assez vite. Hein. Entre 2015 et aujourd'hui, c'est marrant de voir l'évolution de notre projet, mais les choses ont avancé très très vite en fait, en très peu de temps, ce qui est super. C'est ainsi que se termine notre bel échange avec Pierre et Adam de Terrain Vague, dont on attend avec impatience les prochains numéros. Merci à eux pour leur gentillesse et leur bonne humeur. Nous tenons aussi à remercier Christine Inchospé et Damien Petiot de l'Université de Tours, Alexia Bourdi et Malou Laurin du festival Désir, et enfin Ronan Apriou pour l'aide au montage. À très vite pour un prochain podcast. C'était Méline et Lucas pour Regard Queer.